Aujourd'hui, on va parler, lors de cette table ronde, des enjeux marketing et communication. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir un beau parterre. Donc, à la fois, alors, vous êtes rangés hommes et femmes à la suite. Donc, pour ces messieurs, en plus, c'est écrit sur les t-shirts, donc vous ne pouvez pas le louper. En effet, Maxime de Penny Lane, Baudouin d'Écoterie. On a Thaïs de Finfrog. Et donc, c'est un plaisir de vous accueillir. Et que j'oublie pas Karine de Lemonway. Donc ils vont pouvoir vous présenter à la fois ce qu'ils font, comment est-ce que le marketing s'organise dans les scale-up, quels sont les enjeux de plateforme de marque, comment est-ce qu'on installe son identité visuelle. On parlera aussi d'acquisition client, quels sont les canaux efficaces, quels sont ceux peut-être qui le sont moins. Et on parlera aussi de marketing produit pour terminer et de positionnement du produit, qu'il soit tarifaire ou autre. Donc pour commencer, pour vous passer la parole, et du coup je vais commencer par Karine. Lemonway, elle présentera bien mieux que moi Lemonway, mais simplement que vous sachiez que c'est la solution de paiement française pour les marketplaces. Donc pour avoir lancé une start-up, on était passé par Lemonway. Donc j'encourage tous ceux qui se posent la question à se renseigner sur les solutions de Lemonway pour marketplace. Et je vais te passer la parole. Donc si tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, nous dire également quelle est la proposition de valeur de la start-up, peut-être un petit peu plus détaillée, et aussi comment s'organise chez toi la fonction marketing et communication, bien sûr. Bien sûr. Bonjour à tous, Karine Coutinho, VP Marketing Alliance Stratégique chez Lemonway. Depuis 3 ans maintenant, ravie d'être dans cette entreprise. Donc Lemonway, en fait, c'est une solution de paiement pour marketplace de produits et de services et plateforme de financement participatif. On accompagne des clients du type Decathlon, ou SNCF, October ou Hello Asso sur toute la dimension gestion des transactions de paiement sur leur plateforme. On a 160 collaborateurs aujourd'hui. On est présent dans 4 pays, donc notre marché historique qui est le marché français. On est aussi bien implanté en Italie, en Espagne. Et depuis le début de l'année 2021, nous souhaitons pénétrer le marché allemand. Avec tous les challenges que ça représente, on pourra y revenir. Aujourd'hui, je manage une équipe de 8 personnes qui sont divisées en 4 squads différentes. Une squad acquisition, dont l'objectif, c'est de mettre en musique toute notre stratégie d'acquisition de leads, avec toute la dimension inbound marketing, outbound et prospection automatisée, paid aussi. Donc leur objectif, c'est de venir alimenter le pipe commercial en opportunités. Une deuxième team qui est la team Brand and Communication, qui est là pour donner de la visibilité à Lemonway sur les réseaux sociaux, auprès des médias et aussi sur les événements qu'on sponsorise. Une troisième squad qui est la squad alliance stratégique. Chez Lemonway, on considère vraiment nos alliances, notamment avec des partenaires comme Miracle, comme finalement un canal d'acquisition et un canal de distribution de notre offre. Donc pour le coup, ça nous génère beaucoup de leads et c'est devenu un de nos canaux d'acquisition principaux. Et puis une quatrième squad qui est la squad marketing produit, qui est assez récente, paradoxalement, et donc qui est là un petit peu pour faire le lien entre le produit, le commercial et le marketing, et qui est là pour justement prendre le produit, créer une proposition de valeur et la diffuser sur le marché. Et ensuite, on a un design manager qui travaille en transverse avec l'ensemble de ses équipes pour délivrer les assets de communication. Voilà pour Lemonway. Super, merci Karine. Thaïs? Merci. Thaïs, moi je suis directrice marketing chez Finfrog. Chez Finfrog, on va proposer des prêts aux particuliers avec d'un côté du crédit instantané en B2C, mais également du paiement fractionné à destination de commerçants ou de e-commerçants qui ont envie de proposer à leurs clients d'échelonner leurs dépenses. Moi, j'ai rejoint Finfrog début 2020 avec comme mission d'accélérer et de structurer la fonction marketing. Donc, je suis en charge, j'ai 3 sous-équipes dans l'équipe marketing. Une première qui est en charge de la growth, donc toute la stratégie d'acquisition. Une deuxième qui va être en charge de la stratégie de marque, la brand, la communication. Et enfin, une troisième équipe qui est centrée autour du développement de notre activité en B2B.
Donc aujourd'hui, chez Finfrog, l'équipe marketing, c'est 6 personnes avec des profils très complémentaires, des profils très analytiques, des profils plus avec des expériences plus brand, donc de stratégie de marque dans des scale-up consumer aujourd'hui françaises. Et moi, peut-être pour mon background, moi j'ai un background tech en B2C où j'ai passé notamment plus de 5 ans chez Uber en France au marketing et au bizdev. Et donc j'ai connu toute cette phase d'hyper-croissance et de construction de la marque Uber en France. Super. Merci Thaïs. Baudouin? Alors, moi, je suis l'un des cofondateurs d'Ecotree. Donc, Ecotree, en 2 mots, c'est une solution qui permet en fait à des particuliers et à des entreprises de devenir propriétaires d'arbres dans des forêts françaises qui sont gérées par une équipe de forestiers que nous avons en interne. Et donc, comme vous l'avez compris, en fait, on est un mécanisme d'investissement participatif et on s'adresse donc à des particuliers et à des entreprises. Donc, en fait, on a 2 segments de marché puisqu'on a du B2C et du B2B. Aujourd'hui, tout le segment du B2C, il va être porté par une équipe e-commerçante qui va concentrer plein de métiers différents, qui vont aller des métiers d'acquisition à des métiers de rétention, de fidélisation. Et sur la partie B2B, on a toute une équipe en fait où derrière, on a des chargés de partenariat qui vont accompagner les entreprises sur tous leurs besoins en matière de politique environnementale. Alors, ce qui est vrai, c'est que j'en avais discuté avec David avant cette table ronde, c'est que nous, pas la difficulté, mais la philosophie ou notre méthodologie d'approche, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un sujet green, on est sur un sujet tech. Comment on réconcilie les deux? C'est-à-dire qu'il y a les enjeux, bien sûr, de croissance, d'acquisition client, mais on reste un produit et un service environnemental. Et comment, en intégrant tous ces paramètres dans un checker, on arrive à faire une solution qui est vertueuse, qui répond à des objectifs concrets. C'est-à-dire quand on a créé Ecotree, c'était pour répondre à des enjeux, à une problématique sur la forêt française, la nécessité de la gérer durablement, la nécessité que ces forêts en France puissent être des écrins de biodiversité. Et en même temps, on a utilisé les outils du XXIe siècle. Le numérique est un outil formidable. Mais donc, du coup, comment, à travers le numérique, comment, à travers la tech, on vient servir le bien commun et l'intérêt général? Donc, c'est une question assez philosophique, puisque aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des bonnes pratiques sur de l'acquisition client, sur se faire connaître, puisque l'objectif, c'est quand même que le projet Ecotree marche et se développe. Et donc, c'est comment on va piocher des expertises, des métiers, des techniques, tout en les adaptant à notre business model, si je puis dire, puisqu'on a des missions très précises qu'on souhaite réaliser au quotidien chez Ecotree. Ok. Merci beaucoup. Maxime? Bonjour, donc moi c'est Maxime, je suis le CMO d'une société qui s'appelle Penny Lane. Penny Lane, on est une plateforme qui permet à la fois à des dirigeants de pouvoir piloter leurs finances, gérer les achats, les ventes, sa trésorerie. Et c'est à la fois une plateforme qui permet à l'expert comptable de faire de la production comptable. Donc c'est vraiment la capacité pour un entrepreneur d'avoir une vue sur ses finances en temps réel de façon fiable, vu que l'expert comptable est sur la plateforme, et à l'expert comptable de ne plus courir après tous les justificatifs et de se concentrer vraiment sur sa prestation de conseil. C'est une société qui a été fondée il y a 1 an et demi, on est 160, donc c'est une société qui connaît une belle croissance. Moi, je l'ai rejoint il y a 6 mois avec comme objectif de construire l'équipe marketing et d'amener la scalabilité sur les sujets d'acquisition. J'ai toujours été sur ces problématiques-là, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Juste avant, j'étais CMO d'une entreprise qui s'appelle iAdvise, pareil, qui est passée de 0 à 200 personnes en quelques années. Et ce qui est intéressant sur le parallèle, et je reviendrai à la construction d'équipe, c'est qu'il y a 10 ans de ça, quand j'avais pour mission de construire des équipes marketing, les premières personnes que je recrutais, c'était des gens qui devaient faire du contenu. Chez iAdvise, j'avais 15 personnes, dont 4-5 qui faisaient du contenu. Chez Penny Lane, aujourd'hui sur 160, l'équipe marketing à la fin de l'année, elle fera 11 personnes. J'ai 1 personne qui fait du contenu et j'ai 3 techs. Donc on commence presque par la tech quand on commence à construire des équipes marketing en 2021. D'un point de vue structure d'équipe, pour reprendre un peu ce que disaient Karine et Caïs, il y a pas mal de similarités où on retrouve quand même dans une équipe marketing souvent un sujet branding, avec des gens qui font du contenu, qui font du design, qui peuvent faire de l'événementiel. Donc moi aussi j'ai une équipe branding. On retrouve ensuite potentiellement une équipe product marketing, quand le produit s'y prête et quand il y a des nécessités d'amener justement des sujets d'activation, de rétention et donc de déclencher des stratégies marketing dans le produit.
et des sujets de growth. Des sujets de growth autour de l'acquisition par du payant, par du naturel et par tout ce qui gravite autour de la tech. Et moi, en fait, j'ai créé une 4e équipe, mais je reviendrai peut-être dessus quand tu poseras des questions un peu sur comment est-ce qu'on scale, qui s'appelle les pods. Je fais un peu un teasing puisque j'expliquerai concrètement en quoi est-ce que ça amène un peu de nouveauté à la façon dont on structure une équipe. Ok, excellent. On y revient après. Donc, Karine, première question et première série de questions autour de la marque. Donc, notamment la marque Lemonway. À ton arrivée, comment est-ce qu'elle était utilisée? Comment est-ce qu'elle était structurée? Et comment toi, tu as finalement reconstruit peut-être cette plateforme de marque? Et en quoi c'était un enjeu clé aussi dans votre phase de croissance, cette marque et cette plateforme de marque? Tout à fait. Alors pour commencer, je peux peut-être rappeler le contexte dans lequel je suis arrivée chez Lemonway. Donc je suis arrivée en juillet 2018 dans le cadre d'une série A, donc levée de fonds de 10 millions d'euros. Et l'objectif et la raison pour laquelle j'ai été recrutée, c'était de venir structurer cette équipe marketing, cette nouvelle approche dans le cadre d'un pivot stratégique. Lemonway pivotait d'une solution de paiement pour e-commerce vers une solution de paiement pour adresser la dimension marketplace. Et donc ça a forcément eu un impact sur la façon dont la marque était structurée, les différents canaux marketing. Et il a fallu aussi que je montre assez rapidement avec le peu d'équipe que j'avais, puisqu'au début, j'étais toute seule à structurer cette équipe, venir piocher en interne une certaine expertise. Et le premier chantier que j'ai eu à adresser, c'était vraiment le chantier de la marque. Puisque quand on scale et quand on est encore une start-up, la dimension marque doit se structurer. Le logo, quand je suis arrivée, était utilisé, pour la petite anecdote, dans différentes couleurs, bleu, jaune, rose. J'ai dit, oulala, on arrête tout, il faut qu'on mette tout à plat et on va créer une charte graphique pour venir apporter un fil conducteur et faire en sorte que tout ce qu'on va créer, d'un point de vue communication, assets, etc., soit le plus pertinent possible et qu'il y ait un fil conducteur sur la façon dont on va communiquer avec nos clients sur plein d'aspects, produits, même discours commerciaux, approche pitch commerciaux également. Donc, c'est vraiment dans cette phase de pivot que tout s'est structuré, aussi avec une dimension institutionnalisation de la marque. On a voulu aussi orienter notre proposition de valeur vers les grands groupes. Pour le coup, aujourd'hui, on accompagne des clients comme Decathlon ou SNCF, et c'était vraiment cette trajectoire-là qu'on voulait atteindre. Et donc, justement, quand on s'institutionnalise, ça demande d'avoir une réflexion un peu plus globale, de venir ajuster certains aspects du design pour positionner la marque encore mieux sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est visible, et même en interne, sur tout ce qu'on crée en termes d'assets visuels et même commerciaux, allant jusqu'au deck commercial. Voilà. Bravo, intéressant. Thaïs, peut-être tu peux nous raconter dans l'histoire Finfrog, finalement, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des questions sur le nom lui-même? Est-ce que l'identité visuelle a évolué dans le temps? Et comment est-ce que quand tu es arrivé, tu t'es posé aussi ces questions-là? Oui, bien sûr. Donc moi, chez Finfrog, ça a été une de mes missions principales, un peu comme Karine, celle de construire la marque et de la structurer. C'est quelque chose chez Finfrog sur lequel on a investi très tôt. Et moi, mon expérience en fait dans l'univers B2C, j'ai observé que c'était important de capitaliser en fait sur la construction de sa marque très tôt, qu'il fallait potentiellement pas attendre d'être dans la phase d'hypercroissance pour commencer à maturer un petit peu ces sujets-là. Et donc c'est ce qu'on a fait chez Finfrog. Et la marque, en fait, Finfrog, elle se définit en premier lieu par l'ambition en fait qu'ont tous les collaborateurs, tous les membres de l'équipe, et notamment en fait par cette volonté qu'on va avoir d'accompagner tous nos clients et de les aider à sortir du découvert bancaire, à équilibrer leur budget. Et donc, la marque, elle est vraiment façonnée en fait par toute cette bienveillance et toute cette empathie qui se retrouve dans l'ensemble des membres de l'équipe et dans toutes les actions qu'on prend. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre chez Finfrog, c'est qu'on est au cœur du quotidien de nos clients. On est vraiment dans la vraie vie des gens. On a des étudiants qui ont besoin d'emprunter pour payer leurs frais de scolarité en août ou en septembre. On a des freelances qui ont besoin de s'équiper parce qu'ils démarrent une activité en tant que coursier à vélo. Donc on est vraiment dans le cœur du quotidien des gens. Et donc moi, mon travail, ça a été de structurer, de matérialiser tout ça à travers des éléments tangibles, à savoir une identité, une tonalité, des éléments de communication. Et aujourd'hui, alors on est passé, il y a eu quelques itérations en effet graphiques ou sur la marque. Et aujourd'hui, notre marque, elle est suffisamment forte et suffisamment installée, notamment en fait pour nous permettre aujourd'hui d'adresser le marché du B2B. C'est super intéressant parce que la marque Finfrog aujourd'hui qu'on a développée
sur le B2C, elle nous sert à développer cette activité. Il y a des interactions qui sont très très fortes entre les deux. Donc je vous le disais auparavant, on est aujourd'hui présent avec une expertise assez unique sur le financement en 10 fois auprès de commerçants ou auprès de e-commerçants, donc sur des financements plus longs, donc sur du paiement fractionné. Et c'est vraiment l'expertise qu'on a développée en B2C, notre savoir-faire sur le crédit depuis 2016, parce qu'on est installé depuis plus de 5 ans sur le marché du crédit. C'est cette expertise-là combinée à l'image de la marque Finfrog, donc l'image d'un acteur responsable du crédit, qui aujourd'hui attire beaucoup de partenaires, des retailers, des commerçants. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, ici, on parle d'un marché qu'on appelle le marché du Buy Now, Pay Later, qui est un marché qui tend de plus en plus à devenir un B2C play. En fait, c'est un marché B2B2C où le commerçant va être un intermédiaire et le client final va être le consommateur. Et donc, l'élément de différenciation sur ce marché va de plus en plus se faire sur la partie consumer, qui est la partie en fait qu'on maîtrise nous depuis 2016, qui est sur laquelle on a notre expertise, et la marque Finfrog y a beaucoup contribué. Qu'est-ce que vous demandent les retailers dans ce cas-là? Est-ce qu'ils vous demandent de fonctionner en marque blanche, marque grise, ou au contraire, ils préfèrent que vous ayez votre propre identité de marque et s'appuyer aussi dessus? Ils préfèrent s'appuyer sur l'identité, sur la marque Finfrog. Donc en fait, aujourd'hui, on est sur un modèle où c'est powered by Finfrog, où dans le parcours, c'est clair que c'est la marque Finfrog qui apporte ce service-là. Et donc auprès des commerçants, c'est aussi une garantie parce qu'on a une vraie présence, les clients peuvent aller se renseigner. Et donc c'est une garantie aussi pour les commerçants de s'appuyer sur notre service et de s'appuyer sur la marque Finfrog en tant que telle. Ok, super. Baudouin, tu nous racontes un petit peu dans l'histoire des coteries, finalement la création de la marque, quelles sont les valeurs que vous avez posées aussi autour de la marque, comment est-ce que ce positionnement s'est fait, s'est trouvé dès le départ ou au fur et à mesure de votre croissance? Alors déjà le nom Écoterie est un nom justement qu'on a plutôt bien choisi avec du recul parce qu'il a une consonance internationale, sachant qu'on a créé la solution autour de la forêt française, mais que dans les différents pas qu'on a franchis, on a internationalisé le concept en 2 phases. La première phase, c'était de permettre à des voisins européens de participer à des projets de restauration ou de création de forêts en France. Et aujourd'hui, on vient récemment de franchir une seconde phase qui était de dupliquer le modèle dans un pays étranger hors France. Ce qui a été le cas puisque la semaine dernière, on a annoncé l'ouverture d'une forêt au Danemark. Donc, Écoterie, en fait, si on avait pris un mot très Frenchy, en fait, à l'époque, on aurait dû rebrander la société, donc avec toutes les complications que ça entraîne, parce qu'on sait que c'est hyper compliqué d'inscrire déjà dans la mémoire des gens, l'inconscient collectif des gens, une marque, voilà, un concept simple à retenir. Donc déjà ça a été plutôt une bonne pioche à l'époque. Ça se confirme aujourd'hui. Et donc du coup tout l'enjeu, c'est aussi tout le travail et le fruit de ces années de travail qu'on fait derrière autour de la marque. Sachant que ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que nous, on a énormément travaillé et investi. Alors sur le contenu, pas de prime abord en tant que stratégie purement marketing. C'est que, encore une fois, sur notre modèle et sur un produit et des services environnementaux qu'on propose, c'est qu'on a la conviction profonde que les gens peuvent, de manière générale, souscrire à des solutions que s'ils la comprennent pour l'adopter. Donc nous, en fait, la stratégie de contenu, elle vient répondre aussi à une mission de sensibilisation et d'évangélisation autour des enjeux forestiers, de la biodiversité, du climat. Et donc, du coup, on est obligé de produire des contenus scientifiques sur le sujet, avec une ligne éditoriale, voilà, s'appuyer sur tout ça. Et donc, c'est ce qui fait aujourd'hui aussi notre succès. Et d'ailleurs, nos clients au sens large nous le rappellent en disant, outre le sérieux de la démarche, j'ai appris énormément et je veux continuer à apprendre. Et donc, du coup, sur différents supports, parce qu'on a développé aussi des modules de e-learning, notre mission, c'est de rendre accessible une solution simple, environnementale à tout le monde, avec, encore une fois, le numérique comme outil, mais dans une logique de la tech for good, finalement, où tout ce qu'on adresse, il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit bien construit, et puis que ça soit, voilà, que ça serve le bien commun. Ok.
Merci beaucoup. Maxime, de ton côté, dans la marque Penny Lane, ce qui m'intéresserait, c'est de t'entendre aussi sur finalement le poids que doit avoir la marque par rapport au produit. À quel moment tu penses qu'il est pertinent que l'un supplante l'autre finalement? Alors, sur la marque, en fait, je pense que quand on construit une marque d'une start-up ou d'une scale-up, tu as un peu deux étapes. Tu as la recherche, dans un premier temps, d'uniformité et après, potentiellement, de singularité. L'uniformité, c'est s'assurer que en interne et en externe, tout le monde comprend la même chose et tout le monde dit la même chose. Et ça, c'est pas si simple que ça, puisque l'essence même d'une start-up, c'est de se chercher et donc potentiellement d'avoir des positionnements qui sont mouvants, qui laissent des traces dans la presse et qui vont parfois avoir un mauvais écho quelques mois plus tard. Donc première étape, c'est uniformité. Donc moi, je fais un gros travail en fait de documentation interne pour s'assurer que tout le monde dise la même chose en interne quand on parle de la marque. Et après, la recherche de singularité. Par exemple, chez Penny Lane, on n'y est pas encore sur la singularité. Enfin, on a une marque qui existe, mais qui ne raconte pas forcément quelque chose. Et la question qu'il faut se poser, je pense, c'est il y a deux voies à prendre. C'est est-ce que je veux que la singularité de ma marque soit une marque qui soit hyper marketée? Je sais pas, par exemple, là, tout à l'heure, je parlais avec Money Walkie. On est en plein dedans. Il y a une marque qui existe parce qu'elle surplante, elle est plus forte que le produit. On va avoir envie d'équiper ses enfants de cet outil-là parce que la marque est cool, que l'objet est cool. Ou alors, est-ce qu'on a envie que sa marque soit au service du produit puisque la fonctionnalité doit être plus forte que la marque? Si je prends d'autres exemples, ça va être un Conto, par exemple, va avoir une marque, pour moi, au service du produit. C'est beau, c'est carré, c'est propre, mais ce qu'ils vendent avant tout, c'est un produit qui répond aux besoins de son utilisateur. Là où un Alan, par exemple, va avoir une marque super forte, on joue sur de la mascotte, et je suis sûr qu'il y a plein de startups qui utilisent Alan parce que la marque Alan est cool. Fonctionnellement, est-ce que ça amène quelque chose de plus? Peut-être pas tant que ça. Même si j'adore Alan et on bosse avec eux. Et chez Penny Lane, la question qu'on se pose, c'est ça. Nous, on a des cibles d'experts comptables et de dirigeants qui font appel à nous pour gérer leurs finances et faire de la production comptable. Ils ne recherchent pas quelque chose de fun. Ils recherchent un produit qui marche et qui marche bien. Donc moi, ma mission en marketing, c'est de mettre en avant ce produit et de sublimer le produit et en aucun cas de le dépasser. Très clair. Merci beaucoup. Revenons à Karine. Donc, question suivante sur la partie acquisition client. Et finalement, comprendre quels sont les canaux qui ont fonctionné, qui fonctionnent, ceux peut-être qui fonctionnent moins dans votre stratégie d'acquisition. Comment est-ce que vous avez travaillé aussi l'optimisation peut-être des coûts d'acquisition? C'est un sujet assez clé dans la phase de croissance. Tu parlais d'internationalisation. Pareil, comment est-ce que vous avez peut-être des stratégies différentes en fonction des pays? Bon, beaucoup de questions, mais on peut y revenir à plusieurs reprises. Parle-nous un peu d'acquisition chez Monway. Alors, chez les Monway, les deux principaux canaux d'acquisition qui fonctionnent bien, je dirais même très bien, c'est dans un premier temps toute la dimension inbound. Donc nous, on a pour objectif finalement de venir évangéliser, éduquer un marché de la marketplace sur des problématiques liées à la DSP2, aux paiements qui sont somme toute assez complexes. Donc on fait beaucoup de contenu et donc ça nous permet de nous positionner en termes de stratégie SEO et de référencement naturel sur Google assez positivement. Et donc ça nous génère du lead directement et voilà, on fait des landing pages de téléchargement de livres blancs, les personnes rentrent leurs informations de contact et ça nous génère des leads et donc finalement nos SDR viennent prendre ces leads une fois qu'il y a des informations de contact qui sont partagées à certains stages, bien entendu, il faut qu'on arrive à les scorer. Mais quand il y a des demandes de contact direct, nos SDR prennent la main assez rapidement. Donc ça fonctionne très très bien pour nous et c'est un gros canal d'acquisition. Et le deuxième qui fonctionne très bien, c'est les alliances stratégiques. Encore une fois, j'y reviens, mais on essaie de construire un écosystème de partenaires liés au domaine de la marketplace, que ce soit de la marketplace de produits ou de services, donc des acteurs comme Miracle, Wizaplace, Iceberg, avec lesquels on fait du marketing, mais aussi des connecteurs. Donc avec notre API, on vient se connecter à leurs solutions. Et à chaque fois qu'il y a un projet marketplace qui va se lancer, eh bien, nos partenaires et nos alliés nous envoient ces leads. Et derrière, on a une prise de contact presque quasiment directe avec nos commerciaux qui prennent la main pour venir intégrer la brique de paiement. Et donc ça se fait assez rapidement par rapport justement à une API qui est interconnectée et interfacée. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on parle d'exclusivité ou pas?
Non, il n'y a pas d'exclusivité. On ne peut pas demander à des acteurs ou des alliés de ne choisir Lemonway comme solution de paiement de référence. Après, finalement, c'est en termes de relationnel client. On a des account managers alliance qui viennent travailler le relationnel. On vient faire des actions de co-marketing, des webinars, des livres blancs co-brandés avec ces acteurs-là. Et finalement, ça vient nous générer du lead auprès de leur réseau, puisque eux aussi vont faire la promotion de ces assets auprès de leur base de données de clients. Et donc on est passé de 5% en 2019 de leads générés via ce canal d'acquisition Alliance à 40% aujourd'hui. Donc en 2 ans, ça nous a quand même généré pas mal de leads en termes finalement de volume d'affaires, hein, pas en termes de nombre de leads. En termes de nombre de leads, l'inbound marketing reste notre canal de prédilection. Et puis il y en a un sur lequel on ne capitalise pas beaucoup et sur lequel on ne souhaite pas justement capitaliser en termes de canal d'acquisition, c'est Google Ads. Google Ads, pourquoi? Parce que le paiement, c'est très très concurrentiel, comme vous le savez. Et finalement, quand on veut venir se positionner sur des mots-clés très pertinents pour nous et très concurrentiels comme solution paiement marketplace, on monte tout de suite sur des coûts par clic à 8-9 euros. Autant vous dire qu'on préfère capitaliser sur d'autres aspects, sur d'autres stratégies, notamment l'inbound. Par contre, ce qu'on va essayer d'explorer, et je reviens en fait sur ce que disait Maxime, on essaie d'implanter la notion de tech, de low-code, de toutes ces dimensions-là qui sont des nouveaux métiers dans le marketing, très drivés sur de la data, de la création de workflows automatisés, et justement toute la notion de remarketing aussi, c'est-à-dire qu'une personne va venir sur notre site web, visiter la page produit, voir notre proposition de valeur, et puis quand elle va aller sur un autre site ailleurs, qui n'a rien à voir finalement avec le paiement, il y a une petite pop-up qui va arriver, ils vont voir Lemonway, et ça va nous permettre finalement de les aider à maturer leur projet de choix de solutions de paiement pour leur marketplace. Donc voilà les clés finalement de notre stratégie d'acquisition. Et peut-être en rebond avec un sujet qui a été évoqué par Baudouin, est-ce que vous vous posez la question de faire des choix responsables et des impacts notamment environnementaux des choix que vous faites en matière de canaux d'acquisition? Alors, dans la dimension responsable, il y a 2 choses. Je reviendrai sur la partie éthique, éco-friendly peut-être après. Il y a un premier point qui est que pour nous déjà, l'inbound marketing, c'est un choix de marketing responsable puisque finalement, on laisse le client venir à nous. Il consomme notre contenu, c'est lui qui fait le choix de nous soumettre ses informations de contact et on n'a pas envie, du moins c'est notre philosophie chez Lemonway, d'aller embêter finalement les prospects et de faire finalement du shooting d'email à tire-larigot, c'est pas du tout notre vision. Donc déjà sur cette philosophie marketing qu'on essaie de mettre en place, on essaie de capitaliser sur notre expertise pour finalement faire venir les clients à nous. Et sur la dimension éthique, je prends l'exemple par exemple des événements sur lesquels on est présent, Paris Retail Week ou One to One Monaco par exemple, qui sont vraiment des événements cœur pour nous sur notre marché. Donc nous, on fait le choix d'arrêter le papier. C'est-à-dire qu'on n'imprime plus de brochures, donc maintenant le QR code c'est quelque chose qui est très très développé, on met des chevalets, on fait la promo de notre livre blanc ou du case study qui va bien, les visiteurs sur notre stand scannent, entrent leurs informations de contact, reçoivent l'email avec le PDF dans leur mailbox. Donc c'est des petits choix. Et puis même les goodies, par exemple, on essaie de trouver des goodies qui sont éco-friendly, responsables, qui sont recyclés. Donc c'est les choix et finalement l'approche qu'on a choisi d'avoir pour accompagner la RSE au sein de l'entreprise. Super intéressant, merci. Je rebondis juste sur le papier. Attention à l'amalgame, parce que utiliser du papier, c'est bien. Parce qu'en général, le papier, il est issu de forêts gérées durablement. Il donne une vocation à la forêt. Ce qui est pas bien, c'est le gaspillage qu'on peut en faire derrière avec le papier. Quand une statistique nous dit qu'en entreprise française, 50% des impressions papier vont directement à la poubelle. Donc attention, une pollution peut en cacher une autre. C'est-à-dire ce qu'on évite avec le papier, on peut générer plus de carbone avec un serveur. Oui, le papier peut être produit de manière responsable, absolument. Thaïs ? Alors chez nous, donc chez Finfrog, donc pour vous resituer un petit peu, donc aujourd'hui on a plus d'un demi-million d'utilisateurs en base. On a fait x10 en chiffre d'affaires en 1 an, en optimisant très très fortement notre coût d'acquisition qu'on a réussi à diviser par 8. Chez Finfrog, ce qui est intéressant dans notre stratégie d'acquisition, c'est qu'on bénéficie en fait aujourd'hui d'un effet d'échelle, d'un effet de taille, du fait qu'on s'est lancé il y a plus de 5 ans
qu'on a été les premiers à se lancer sur notre marché et qu'on est aujourd'hui leader. Et ce qui fait qu'en fait, on a un avantage très très fort sur le référencement naturel, sur le SEO, où on est premier sur notre segment, sur nos sémantiques qui sont cœur, à savoir des sémantiques empruntées en 24 heures, Crédit Express, donc sur des sémantiques qui sont vraiment le cœur de notre produit. Et donc c'est cette position qu'on a sur numéro 1 qu'on a sur le SEO va vraiment driver en fait notre stratégie d'acquisition. Et donc c'est notamment un canal d'acquisition qui est gratuit et donc qui vient justement très fortement optimiser le coût d'acquisition. Et en parallèle de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup développé en interne un outil de CRM, donc une machine de CRM, donc comme je vous le disais, qui est capable, en fait, qui est alimenté par une très très forte volumétrie, plus d'un demi-million d'utilisateurs dans notre base. Et cet outil CRM, on va s'en servir en fait couplé à une connaissance très forte qu'on a de nos clients. Donc, qui est encore une fois qui est drivé par la volonté qu'on a tous un peu dans l'équipe d'aider et d'accompagner nos clients. Et donc cette connaissance client, qui va se reposer sur des compétences très analytiques qu'on a dans l'équipe. On a des profils dans l'équipe marketing qui sont avec des compétences à cheval entre de la growth et de la data science et qui vont nous permettre en fait, donc de manière très très précise et avec une approche très data driven, de fournir beaucoup de statistiques et beaucoup d'insights sur quels sont les besoins à apporter à nos clients, quels sont leurs usages. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter notre outil CRM donc de toutes ces insights, de toutes ces datas, pour savoir à quel moment est-ce qu'il est le plus pertinent d'intervenir pour nos clients. Et donc ça, un exemple, c'est on est capable précisément d'identifier le moment où notre client va atteindre sa limite de dépassement autorisé de découvert et de lui pousser un message pour lui permettre d'éviter de payer des frais de découvert. Et donc c'est la combinaison, on va dire, entre cette connaissance client très très fine et cette technicité qu'on a sur, par exemple, du CRM, qui va nous permettre d'être présents au bon moment et de manière très très pertinente pour nos clients et d'alimenter notre croissance mensuelle. Oui, et leur permettre d'éviter les agios, c'est responsable aussi, vu l'impact que ça peut avoir sur le budget d'une bonne partie des Français. C'est tout à fait en fait le positionnement de Finfrog, c'est vraiment le service, c'est le besoin auquel on répond aujourd'hui. Et nous, ce qu'on fait, c'est que c'est à travers cette personnalisation très très forte, d'essayer de vraiment d'être là au bon moment, quand le client en a besoin et sans le solliciter non plus trop de manière intempestive, mais d'avoir vraiment cette pertinence. Et c'est ça en fait sur le long terme qui va créer de la préférence pour la marque et qui va permettre de créer une relation durable avec le client. Ok, merci. Baudouin, tu veux nous parler de comment vous faites des choix responsables justement en matière de canaux d'acquisition? Comment est-ce que ça drive votre stratégie marketing? Alors déjà, il faut savoir que nul n'est parfait. Donc c'est une vraie question de fond qu'on a au quotidien sur comment mieux faire mieux finalement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup, grâce à notre réputation qu'on a construit patiemment dans le temps, avec une ligne éditoriale, une ligne éditoriale dans communication. Donc on a beaucoup d'inbound et on a beaucoup justement de nos clients qui apprennent à nous connaître d'eux-mêmes parce qu'ils ont entendu parler à l'extérieur ou par des proches. Donc il y a une grosse communauté de clients Écoterie qui se recommandent les uns les autres et qui disent tiens, Écoterie, ils sont sérieux, voilà ce qu'ils proposent, c'est un moyen simple d'agir pour l'environnement. Et donc ça, c'est un canal d'acquisition qu'on essaie énormément de développer parce que finalement, on va revenir à des fondamentaux, c'est à la confiance, à la simplicité. On s'oblige beaucoup de choses aussi en termes de transparence sur la façon dont on fait vivre la boîte, mais aussi dans la façon dont on porte les projets. Et en fait, tout ça mis bout à bout permet cette acquisition client qui aujourd'hui ne fait que grossir parce qu'il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu et que bien sûr nous cherchons activement à développer parce que c'est aussi notre raison d'être et c'est notre façon aussi à nous de nous développer, sachant qu'on doit toujours aussi intégrer dans une logique aussi très rationnelle et pragmatique ce fameux coût d'acquisition client parce qu'on n'est pas une start-up de la Silicon Valley, on est une start-up de la French Tech, ça on est très fiers. Mais on doit avoir ce jeu d'équilibriste entre avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages dans notre modèle de développement, parce qu'on reste sur un sous-jacent qui est le monde du vivant
et tous les outils de la tech qu'on utilise, notamment sur, alors là c'est très concret, mais sur des data scientists, ça permet justement d'adresser intelligemment les bonnes personnes sur des messages clés. Et là, du coup, ça évite les écueils de publicité très cher payée sur différents réseaux sociaux où en fait le funnel où les conversions sont médiocres. Voilà. Très bien. Maxime, plusieurs questions pour toi. Tu nous parlais tout à l'heure en intro des pods et voir à quel point les enjeux de maîtrise de la data et de technologie sont clés dans les phases d'acquisition client. Vous devez certainement créer pas mal de contenu pour être visible par votre communauté et leur expliquer ce que c'est que la gestion financière dans les TPE, PME. Vous l'internalisez, vous l'externalisez. Et vos experts comptables, enfin ceux avec lesquels vous travaillez, ça doit être de formidables prescripteurs s'ils sont convaincus. Est-ce que c'est un canal clé aussi pour vous? Ok, alors en fait, nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a deux cibles, les dirigeants et les experts comptables. Et on ne les travaille pas du tout de la même manière. Pour faire assez court, les experts comptables, c'est du marketing grand compte, du marketing relationnel. On va sur des événements, on produit des contenus, on les signe en plusieurs mois sur des montants qui sont assez importants et vont nous amener une notion exponentielle en fait, du business vu qu'ils vont nous ramener leurs clients. Des dirigeants d'entreprise, on va aller les adresser, là pour le coup, avec du marketing de masse et une notion du coup de growth qui va être très très forte. Donc je vais vraiment me focaliser là sur le sujet, comment on va chercher les dirigeants. On va chercher les dirigeants avec une équipe growth et si tu veux ce que je peux faire, je peux expliquer ce que j'attends d'une équipe growth, comment est-ce qu'elle travaille et qu'est-ce que c'est son quotidien. L'objectif d'une équipe growth, c'est qu'elle puisse nous rendre indépendants d'un point de vue technique et indépendants sur la data. C'est-à-dire d'un point de vue technique et qu'elle puisse nous permettre de gérer tous les sujets d'intégration marketing, tous les sujets de développement marketing et je pourrais donner un exemple juste concret après. Et indépendant sur la data, puisque quand on dépense en marketing, c'est important de savoir où l'argent passe et ce qui est efficace. Et donc, il faut avoir une visibilité du ROI qui soit la plus fine possible. Nous, on a vraiment des gens dont c'est le métier en interne. Sur la notion de pods, justement, le petit teasing que je faisais tout à l'heure, en fait, dans les équipes marketing, souvent, on peut avoir une grosse frustration quand on est en startup scale-up. C'est qu'on a une mission, aller chercher les clients, et il va y avoir plein de projets qui émergent dans la boîte, qui sont des petits projets stratégiques. On va dire tout à coup, tiens, faut qu'on s'attaque à la région Bretagne et qu'on soit focalisé sur la région Bretagne parce qu'il y a un gros business à aller chercher. Ou il faut qu'on s'attaque uniquement aux restaurateurs parce qu'il y a un gros business à aller chercher. Et quand tu fais ça dans les autres équipes d'une entreprise, sales, produits, c'est assez facile parce qu'un commercial, c'est un commercial qui soit sur la région Bretagne ou sur toute la France, ce sera la même chose. Un product manager, c'est un peu la même chose. Une équipe marketing, tu ne peux pas faire ça. Puisque si tu dis on s'attaque aux restaurateurs, ok, il faut créer des contenus, il faut les designer, il faut les intégrer, il faut mettre du paid. Et donc toute l'équipe est tout de suite impliquée. Et ça mène une grosse frustration puisque l'équipe ne peut pas empiler les sujets et ne peut pas rentrer en profondeur sur ces sujets-là. Donc moi, en fait, au sein de l'équipe marketing, j'ai créé une équipe qui s'appelle les Pods, sur lesquels je recrute des gens qui sont polyvalents d'un point de vue marketing, qui font un peu d'événementiel, un peu de contenu, qui savent faire 2-3 trucs en créa et qui permettent de traiter à 70% un sujet précis en profondeur. Et en l'occurrence, je leur confie 3 pods. Par exemple, il y a une personne qui va être polyvalente et qui va gérer les restaurateurs, la ville de Nantes, la ville de Lille. En ce moment, c'est ça le sujet. Elle est autonome sur 70% des sujets et sur les 30% restants qui demandent de l'expertise, alors on va embêter le reste de l'équipe marketing. Mais ça permet d'avoir une boîte que ce que j'appelle marketing lead, c'est-à-dire qui impulse sa vision marketing et qui l'exécute et qui se met quand même au service de certains sujets stratégiques en y dédiant du temps en profondeur. Voilà pour la petite parenthèse. Après, sur les sujets grosses, quand on dit c'est bien, il faut être indépendant techniquement, ok, mais pourquoi faire? C'est quoi le but? C'est d'intégrer des landing pages, de développer des sites. Je vais vous donner un exemple hyper précis. Nous, on développe un outil qui permet à des dirigeants de faire leur pilotage financier, réaliser leurs achats, réaliser leurs ventes. Il y a 4 millions de TPE PME en France. Je pense que des gens qui sur Google tapent outils de pilotage financier, s'il y en a 40 000, s'il y en a 4 000, c'est une bonne nouvelle. Donc évidemment, on ne va pas miser à fond là-dessus. Par contre, des gens qui cherchent un expert comptable, pour le coup, il y en a 4 millions puisque c'est une obligation d'être accompagné sur ce sujet-là. Donc par exemple, nous, ce qu'on fait, on crée un outil qui permet à des dirigeants de trouver leur expert comptable. Ce n'est pas notre métier de leur fournir un expert comptable. Notre métier, c'est de leur fournir un outil. Mais en ayant cette indépendance technique, on est en capacité de créer un comparateur, de créer un outil qui permet d'aller sourcer, de ranker dessus d'un point de vue positionnement, de faire de l'ADS dessus et de récupérer des leads qui sont en lien avec notre sujet. Voilà un petit exemple très concret. Ok, bon, c'était passionnant. Je pense qu'on doit s'en arrêter là puisque c'est l'heure pour notamment tout le monde de pouvoir partir déjeuner. Un grand merci à tous nos intervenants, Karine, Thaïs, Baudouin, Maxime. Et bravo et bonne chance pour la suite. Mais ça semble tellement bien parti que j'ai pas trop de doutes. Merci. Merci. Merci.